Salut à tout le monde pour ce topo intitulé le tournant autoritaire du macronisme et comment combattre. Je pense que voilà, ça doit être ça à peu près le titre. C'est un topo qui fait partie d'une espèce de cycle dans lequel il y avait un débat tout à l'heure avec des camarades de différentes organisations de plusieurs pays sur la montée de l'extrême droite à l'échelle internationale, quelques expériences et puis l'impact dans la lutte de classe. Il y aura demain un topo sur comment est-ce qu'on lutte contre l'extrême droite et ceux qui lui pavent la voie. Et puis il y aura encore un autre atelier sur le complotisme et comment lutter contre. Voilà, donc ce topo il fait partie de ce thème-là, mais évidemment vous pourrez faire toutes les connexions que vous voulez avec d'autres sujets. Je vais faire une intro de, je sais pas, disons 30-40 minutes on va dire, et puis après on discute quoi, comme on fait à chaque fois, et puis évidemment la parole est tout à fait libre. Et puis on est là pour ça essentiellement. Alors pour commencer, une petite citation. Bon, vous n'allez pas deviner qui l'a faite parce que c'est un peu évident, mais c'est l'ordre, c'est de Macron. À défaut d'être subtil, c'est un slogan qui a le mérite d'être clair. Macron, bon, pour celles et ceux qui s'en rappellent bien de 2017, Macron c'était l'enfant de la gauche, puis d'un bout de la droite. Et maintenant qui mène une politique qui ressemble quand même un peu à celle de l'extrême droite quand même. En 2022, et même avant, il avait été élu comme barrage à Le Pen, puis maintenant il limite, puis on pourrait même dire qu'il lui pave la voie. Une illustration récente, j'en ferai quelques-unes, même si c'est toujours un peu déprimant, mais une illustration récente, c'est quand même de ce tournant-là, c'est quand même les déclarations de Darmanin, favorables à la police qui se rebelle et à l'état-major policier qui cautionne. Tout ça, je cite pas, tout le monde se rappelle de la polémique de fin juillet, tout ça c'était quand même avec la complaisance tacite de Macron. C'est probablement la fonction même de Darmanin que de couper l'herbe sous le pied de la droite dure, puisque la droite un peu molle, elle est déjà macronisée depuis le premier quinquennat. D'ailleurs, Darmanin lui-même, il revendique cette posture autoritaire pour 2027. Je ne sais pas si vous avez suivi sa rentrée politique. C'est pas forcément passionnant. Il prétend incarner la radicalité, je cite, radicalité, contre ce qu'il appelle les jurisprudences. Qu'est-ce que ça peut être les jurisprudences à part peut-être les droits des gens, voilà, la Constitution, tout ça. J'avais noté que c'était l'illustration la plus récente, mais depuis, on a été dépassé, non pas par Darmanin et ses nouvelles saillies, mais par le patron lui-même, Macron, qui dans un entretien récent, au point à parler de la nécessité de recivilisation combinée à la lutte contre l'immigration. Bon, ça fait beaucoup. Alors certes, Macron n'est pas Le Pen, je ne dirais pas ça. Quand bien même sa politique ou ses discours se rapprochent de l'extrême droite sur certains aspects, à tel point que Macron lui-même, il dit qu'il faut combattre l'ascension du RN en critiquant la faible efficacité de Le Pen plutôt que de la combattre sur des arguments moraux. Ça, vous vous rappelez, c'est quand il avait recadré Borne, qui disait simplement que le RN venait du FN qui venait des collabos. Bon, Macron, ça lui plaisait pas. Mais, quand même, Le Pen et Macron, c'est pas pareil. Mais, il y a une complaisance assumée vis-à-vis de l'extrême droite. D'abord sur le fond, sur l'immigration, sur la police, le flicage, le nationalisme, la répression, et aussi un peu sur la forme. Bon, je vous fais pas le retour sur la lutte contre le wokisme, la normalisation du RN à l'Assemblée, où les députés RN et macronistes ils vont trinquer à la buvette. Je ne vous parlerai pas non plus de l'absence totale de critique de l'extrême droite formulée par Macron, par exemple au moment de l'affaire du JDD, vous vous rappelez. Je ne parlerai pas non plus, donc un silence total, jusqu'à ce que la nouvelle ministre du Logement de Macron fasse une interview dans le JDD, le journal de Bolloré et de Post-Valeurs Actuelles, là, Geoffroy Lejeune, une nouvelle ministre de Macron qui défend dans cette nouvelle formule d'extrême droite de JDD qu'il fallait arrêter de financer les banlieues. Bon, c'est la même qui d'ailleurs depuis, puisque une polémique chasse l'autre et c'est toujours de pire en pire, elle a justifié les expulsions locatives comme, forme de pénalisation. Voilà. Je ne parlerai pas non plus de la répression des mouvements antiracistes. Vous vous rappelez que les macronistes ont interdit une manif de soutien à la manif Adama, annuelle et quand même un peu traditionnelle maintenant, malheureusement depuis 7 ans. Elle a été annulée par le préfet du Val d'Oise. Puis après, la manif à Paris a été annulée. Bon, j'en parlerai pas non plus. Je ne parlerai pas non plus ici de la dissolution des soulèvements de la Terre. Bref, ça fait beaucoup.
tout ça, ça ressemble quand même un peu à une politique de l'extrême droite. Même si pour l'instant, Macron il cherche une alliance avec, au Parlement plutôt avec LR. Mais ponctuellement, ils ont déjà voté des trucs ensemble, Renaissance, les macronistes, et le RN. Par exemple, la loi sur le pouvoir d'achat, celle qui n'a pas du tout fait augmenter le pouvoir d'achat l'été dernier, ou plus ponctuellement, des lois anti-squatteurs, ou bien la loi sur le flicage, la vidéosurveillance pour les JO, là vous savez, avec les caméras intelligentes, automatiques quoi. Alors, même s'il y a cette complaisance, malgré tout, il y a des différences notables. Par exemple, sur les questions sociétales. C'est vrai que dans la France d'aujourd'hui, il n'y a pas de mesures anti-LGBT, comme dans la Hongrie de Viktor Orban ou dans l'Italie de Giorgia Meloni. Mais même dans ce domaine-là, et dans cette espèce de guerre culturelle, comme l'extrême droite l'appelle, que veut mener l'extrême droite, là, il y a des signes qui montrent que le macronisme est quand même beaucoup moins libéral qu'il prétendait l'être au début. Chasse au wokisme, j'en ai déjà parlé. Là, récemment, cet été, il a fait un discours en disant que la liberté, c'est bien, mais il ne faut pas que ça soit une frénésie de transgression. Vous vous rappelez, en 2017, c'était la disruption, nanana, la Startup Nation. Là, la disruption, c'est que pour les patrons. Les pauvres, la liberté, c'est quand même pas terrible. Ça, c'est le discours, parce que l'Union nationale est plus importante, ça, c'est le discours de Bormes-les-Mimosas fin août. Mais c'est vrai quand même que Macron, il n'axe pas l'intégralité de sa politique sur des idées réac. Il n'a pas les mêmes supporters que l'extrême droite, que ce soit les militants ou la base électorale, on en reparlera. Bref, c'est pas l'extrême droite au pouvoir. Pourtant, quand même, depuis 2017, la Startup Nation, elle est devenue très très autoritaire. Les lois anti-migrants, la police, l'état d'urgence inscrit dans la loi séparatisme en 2021, les restrictions sanitaires, l'ordre, etc. C'est un peu sa boussole politique après les émeutes. C'était pareil face aux gilets jaunes, face aux grévistes des retraites, et c'est pas un hasard. Les commentateurs, ils s'échinent à essayer de définir le macronisme. C'est rarement très réussi d'ailleurs, la définition du macronisme. Disons simplement qu'on a une politique pro-patronale assumée, acharnée, combinée à un durcissement autoritaire. Et les deux sont liés. Parce que c'est bien la Startup Nation et ses réformes anti-ouvrières qui produit l'escalade autoritaire pour tenter de contenir la colère sociale. On pourrait presque résumer ce tournant autoritaire du macronisme à cette explication. Il y a des riches toujours plus riches, regardez les profils du CAC 40, des pauvres qui s'appauvrissent, regardez les chiffres de la baisse de consommation alimentaire depuis 2 ans là, et donc une démocratie bourgeoise qui s'épuise à coups de politiques anti-ouvrières qui sont menées par la droite, par la gauche et par le mélange des deux qu'incarne Macron. Alors l'objectif du topo, c'est de discuter et de provoquer de la discussion surtout sur les tenants et les aboutissants de ce durcissement de l'État bourgeois. Je vais essayer de proposer quelques hypothèses pour essayer de caractériser les causes et les conséquences de ce tournant autoritaire. Et bon, on va commencer par aller chercher un peu plus loin, donc pourquoi il y a cette escalade autoritaire, puis ensuite on verra les conséquences dans la lutte de classe et sur l'intervention des révolutionnaires. Alors pourquoi cette escalade autoritaire? Quelques hypothèses à discuter. Déjà, il y a la crise sociale, et puis les remous sociaux qu'elle provoque nécessairement. 10 millions de pauvres dans le pays, une crise sociale d'un côté, le CAC 40 qui bat des records, tout ça, ça crée nécessairement des turbulences. L'exemple des émeutes des banlieues, on pourrait dire que les émeutes, c'est une espèce de retour de bâton de toutes les politiques anti-ouvrières qui aggravent la pauvreté. Évidemment, il y a le racisme, mais c'est quand même sur fond de cet appauvrissement généralisé, exactement comme les gilets jaunes avant eux, qui luttaient pour vivre et pas survivre. Ces deux cas, émeutes de 2023 et gilets jaunes en 2018, deux cas très distincts, très différents, mais caractéristiques de la répression policière et judiciaire avec une violence quand même assez inédite dans un pays riche. Je pense qu'on peut dire qu'il n'y a rien eu de tel en France depuis des décennies. Octobre 61, peut-être, Charonne, février 62 à Charonne, peut-être mai 68, mais il faut vraiment remonter loin pour avoir autant de violence. Deux cas aussi de répression policière de la colère sociale, par une violence directe, en l'absence de corps intermédiaire pour faire tampon. On en reparlera. Fondamentalement, c'est la crise sociale liée à l'inflation, au salaire bas, à la dégradation des conditions de vie. Tout c'est ça qui est la source du durcissement autoritaire de Macron, puisque son projet, entre guillemets, désormais, c'est la réforme des retraites, la réforme de l'assurance chômage, la hausse des prix, la hausse des impôts, pour les plus pauvres évidemment. Tout ça, c'est pas vraiment de nature à susciter l'adhésion minimale qui garantit le fonctionnement, disons, classique de la démocratie bourgeoise.
Alors la faiblesse de sa base sociale, elle s'est traduite électoralement par 2 victoires sans légitimité contre Le Pen, 2017-2022, et aujourd'hui par une majorité relative à l'Assemblée. C'est une faiblesse qui lui impose de s'allier avec des forces qui le veulent, et donc automatiquement à droite. Sur la faiblesse de la base sociale et électorale de Macron, il y a quelques hypothèses que je vais partager, que j'ai lues là. Je ne suis pas forcément d'accord, peut-être vous non plus, j'en sais rien. C'est pour tenter de, mais on va les discuter, pour tenter de faire le lien entre les évolutions du capitalisme en France depuis 50 ans et puis cette espèce de virage autoritaire. Il y a 2 auteurs, disons, de la gauche radicale qui s'appellent, peut-être vous les connaissez, ils s'appellent Stefano Palombarini et Bruno Amable, ça vous dit quelque chose? Ils ont écrit sur ce qu'ils appellent le bloc bourgeois. Pour eux, le bloc bourgeois, si j'ai bien compris, hein, je veux pas, voilà, c'est, disons, les partisans de la politique de Macron parce qu'ils s'y retrouvent en tant que classe. Selon lui, ce bloc bourgeois, il serait devenu quasiment minoritaire. Selon eux, pardon, ce bloc bourgeois serait devenu quasiment minoritaire par rapport à la gauche d'un côté et à l'extrême droite. Du coup, c'est comme si la base sociale de Macron, elle était un peu trop faible pour qu'il gouverne tout seul et avec la légitimité démocratique que l'élection est censée lui donner. Et donc, ça se durcit. On peut discuter de tout ça, on peut discuter du fait que la gauche et l'extrême droite sont peut-être tout aussi bourgeoises d'une certaine manière que les gens qui votent Macron. Mais, bon, c'est une hypothèse. Disons quand même que même si l'extrême droite et la gauche sont tout aussi bourgeoises, quand même aujourd'hui la bourgeoisie semble préférer l'offre politique que propose Macron à celle que propose Le Pen ou Mélenchon. Peut-être ça changera, mais voilà. Alors en gros leur idée, pour expliquer un peu le lien entre les évolutions du capitalisme et ce durcissement, leur idée c'est que le capitalisme contemporain, il a imposé une sorte de rupture des équilibres économiques, donc sociaux et donc politiques précédents. Ils appellent ça le modèle keynésien. Bon, on peut discuter du nom. Vous savez, Keynes, c'était cet auteur britannique des années 20 et 30 là, qui disait qu'il fallait que la bourgeoisie redistribue un peu pour que déjà garantir que les gens consomment et puis faire un peu de paix sociale, quoi. Je simplifie, évidemment, il me pardonnera. Leur idée, c'est donc que ce modèle keynésien qui donnait politiquement un genre d'équilibre avec des concessions, des espèces de miettes que l'État garantissait à des franges de la classe ouvrière sous diverses formes, que ce modèle keynésien, il est en train de craquer. Alors, quand est-ce que ça s'est passé? Il y a un autre auteur qui s'appelle Romaric Gaudin, peut-être vous lisez ou vous essayez de comprendre ce qu'il écrit dans Mediapart, parce que des fois, c'est de l'économie et c'est un peu touchy. Lui, il explique que ce tournant néolibéral, comme certains l'appellent, il aurait eu lieu après la crise de 2008. Les autres dont j'ai parlé, Palombarini et Amable, ils disent que ce virage vers le néolibéralisme, c'est les années 80. Romaric Gaudin, par exemple, il parle d'une guerre sociale, entre guillemets, qui serait incarnée par ce macronisme autoritaire, et là-dessus on est d'accord. Il dit que ça trouverait ses racines dans la fin d'un compromis de la période qu'on appelle les 30 Glorieuses, là vous savez, entre la fin de la Deuxième Guerre mondiale et puis grosso modo la fin des années 70, et qu'à partir de fin des années 70, début des années 80, ou un petit peu plus tard, eh ben, les capitalistes ont eu besoin d'aggraver l'exploitation et d'étendre la sphère marchande, de transformer tout en marchandises, de transformer de nouveaux secteurs en trucs commerciaux, de manière à garantir leur profit. On peut discuter de tous ces aspects, mais on peut quand même retenir le fond, c'est que le contexte général de l'escalade autoritaire de Macron, c'est une offensive redoublée contre la classe ouvrière depuis des décennies, et qui s'accélère maintenant. Quand même, une des critiques qu'on peut faire à toutes ces tentatives intéressantes que j'ai résumées vraiment à la hache, c'est quand même que, comme on trouve un peu dans la gauche réformiste, ces auteurs ils expliquent que quand même l'État a un peu changé de nature. En gros, Macron il incarne une espèce d'État vraiment pur et dur au service des capitalistes. Ils expliquent que du coup, il y a une forme de... Donc il y a cette disparition progressive du modèle économique keynésien, comme ils l'appellent, au profit du néolibéralisme, et que ça change la nature de l'État, comme si ce qu'ils appellent le modèle social français, la Sécu,
les retraites, la fonction publique, tout ce modèle social de la période Deuxième Guerre mondiale, ils expliquent que c'était une espèce de système hybride, pas socialiste, hein, mais pas vraiment capitaliste non plus. L'objet du topo, c'est pas de revenir sur la création et l'évolution de la Sécu, mais quand même, disons que c'était essentiellement un compromis entre d'un côté le Parti communiste français, qui était en position de force après la libération de 44-45, et puis le besoin. Je rappelle que le Parti communiste français qui a délibérément rendu des armes à la bourgeoisie, qui s'est intégré totalement à l'appareil d'État, etc., qui n'a pas fait la révolution du coup, alors que la résistance c'était des dizaines de milliers de personnes en armes, voilà, vous connaissez un peu l'histoire. Il y avait d'un côté ça, donc un parti communiste très puissant, qui sous l'ordre de Staline a dit il n'y aura pas de révolution en France, et puis de l'autre côté, un patronat français qui pouvait aussi, grâce à ce modèle social, perfectionner un système de soins, de retraite et d'assurance sociale en les faisant financer par les salariés eux-mêmes. De ce point de vue-là, contrairement à ce qu'affirment les fans d'Ambroise Croizat, le fondateur de la Sécu, elle n'est pas à nous. Elle n'est pas plus à nous que la fonction publique. Et si on ne veut pas crever au boulot, il faut que les patrons payent les retraites en prenant sur leurs profits et pas sur nos maigres cotisations. Donc, l'État, entre 1945 et 1980, c'était l'État des capitalistes. C'était pas l'État des salariés. Ça, c'est un truc quand même qu'il faut répéter, parce que sinon, on va dire que le néolibéralisme, c'est un truc totalement différent, etc., etc. Quand même, l'État, il a toujours été bourgeois. Mais une fois qu'on a dit ça, c'est vrai qu'il y a eu des changements. Des changements qui ont d'ailleurs été introduits presque en premier par la gauche, de Mitterrand, dans les années 80. Et ses successeurs, jusqu'à lui. Donc il y a eu Chirac, puis Sarkozy, puis Hollande, puis jusqu'à Macron dans la période récente. Alors, si l'État bourgeois a toujours été au service de la bourgeoisie, ce qui change, c'est plutôt que l'offensive patronale qu'on observe depuis... Alors, quand est-ce qu'on met la limite? Vous pouvez décider, les années 80, post-2008, c'est à vous de choisir. En tout cas, l'offensive patronale, elle a, c'est vrai, affaibli tous les corps intermédiaires. Il faut faire attention, du coup, à distinguer entre néolibéralisme, ultralibéralisme, ultra-néolibéralisme, etc. Ça sous-tend que le rôle de l'État est de plus en plus réduit, alors que jamais l'État bourgeois n'a cessé de soutenir les grandes entreprises et d'obéir aux revendications du patronat. Néanmoins, l'accélération des attaques anti-ouvrières, elle a laissé des traces. Et elle a peut-être modifié certains rouages de l'appareil d'État bourgeois. On pourrait penser par exemple à l'intégration toujours plus forte des directions syndicales, et en parallèle à leur affaiblissement relatif. Et c'est vrai que ces directions syndicales, elles ont de plus en plus la volonté de prouver au patronat qu'elles peuvent jouer ce rôle de corps intermédiaire, comme si c'était pas évident. C'est pas évident parce qu'on a vu que ces derniers temps, il y a des mouvements qui ont échappé en partie à leur contrôle. Alors que elles, les directions syndicales, elles revendiquent d'être les représentantes exclusives du monde du travail. C'est la raison pour laquelle le gouvernement et le patronat, ils tendent un peu à les ignorer. Comme disait Macron au moment de la grève des contrôleurs en décembre 2022, je ne sais pas si vous vous rappelez, il disait « plus personne ne tient ses troupes ». Pardon? C'est quoi que tu as dit? J'avais pas entendu. Je disais qu'au moment de la grève des contrôleurs, en décembre 2022, à la SNCF, ouais. Macron disait « plus personne ne tient ses troupes ». Comme si les syndicats n'étaient plus capables de jouer ce rôle. On pourrait dire la même chose pour les autres corps intermédiaires, les élus, les partis, les experts indépendants, les associations, les conseils et toutes les autres assemblées dont la démocratie bourgeoise regorge et dont il ne faut pas oublier ce rôle fondamental de tampon ou d'interlocuteur qui est destiné à tempérer un peu l'exploitation capitaliste pour la rendre plus fluide et éviter les soubresauts. Ce sont des institutions, plutôt propres aux pays riches d'ailleurs, qui ne remettent pas du tout en cause le pouvoir politique du patronat, mais qui semblent de plus en plus ignorer, voire contester. Comme récemment, par exemple, le Conseil d'État, qui n'est pourtant assemblée, pas élu, enfin tout ce que vous voulez. Le Conseil d'État, suite à la suspension de la dissolution des soulèvements de la Terre, il a été critiqué par les macronistes en disant quand même ce truc-là, vraiment, c'est pas terrible, il faudrait s'en passer. Ça veut dire quelque chose. Macron, il a été élu sans appareil en 2017, vous vous rappelez? C'est toujours un peu le cas. Il a peu d'outils institutionnels pour faire tampon. Il n'a pas vraiment de parti, il n'a pas de lien avec les syndicats comme l'avait Hollande avant lui, il a des ministres très faibles.
Il y a donc une espèce de pouvoir de plus en plus vertical qui se construit, qui a été encore renforcé avec la pandémie de Covid, et peut-être un petit peu avec le contexte de guerre en Ukraine. Vous vous rappelez le Conseil de défense là, pour dire s'il fallait porter le masque ou pas, la guerre en Ukraine c'est pour faire général en chef, etc. Cette concentration du pouvoir entre les mains de l'exécutif, elle est bien sûr permise par la Constitution de la Ve République, ça c'est vrai. Mais quand même, ça enlève de plus en plus le vernis, disons, démocratique de ce parlementarisme bourgeois, puisque finalement c'est Macron qui décide de tout seul. Les corps intermédiaires, entre guillemets, qui sont malmenés par Macron, ils servent qu'à éteindre les incendies sociaux incontrôlables. C'est un peu, si on veut, c'est la carotte, puis quand la carotte ça marche pas, derrière il y a le bâton policier, ça marche un peu mieux. D'ailleurs, les principales tentatives de les mobiliser, ça a été les crises, lorsqu'il y avait vraiment des incendies, provoqués par la politique de Macron. Vous vous rappelez peut-être, après les Gilets jaunes, juste au moment des Gilets jaunes, ça commence en novembre 2018, le pic c'est début décembre, et tout début 2019, Macron il fait un grand débat avec les maires. C'était pour donner des espèces de gages de démocratie aux Gilets jaunes, leur disant regardez, c'est pas moi qui décide de tout, il y a des gens en bas, etc. Un an plus tard, c'était la CFDT qui l'utilisait comme tampon au moment de la première réforme des retraites. Vous vous rappelez peut-être, c'est des négociations interminables avec la CFDT de Laurent Berger sur le report ou pas de l'âge pivot. C'était dans son nouveau système. En gros, il a réussi à se mettre la CFDT dans la poche de manière à calmer la tension. Ce rôle de pompier en cas d'incendie sociaux, il est réel, mais on est quand même très très loin de la cogestion qui pouvait peut-être exister dans le fameux modèle keynésien. D'ailleurs, il y a plein de dirigeants syndicaux qui se plaignent de ne plus être associés à l'exercice du pouvoir. Au contraire, Macron, comme d'autres avant lui, il a fabriqué ses propres corps intermédiaires dans une logique différente. Pour lui, c'est la légitimité électorale du président qui prime sur tout le reste. Vous votez tous les 5 ans et puis c'est tout. Puis du coup, la démocratie bourgeoise, elle se fait dans des cadres institutionnels qui sont fabriqués par l'État. Par exemple, ça c'est un truc nouveau, qui est peut-être pas complètement négligeable, la Convention citoyenne sur le climat. Tout le monde sait que ça sert à rien, évidemment. C'est comme le grand débat. Mais en fait, c'est des outils de réponse aux crises qui sont codifiés et encadrés par l'État, avec une administration, un budget, tout ça, et qui sont donc des espaces très petits de discussion, mais qui sont intégrés à l'appareil d'État. Alors, dire ça ne veut pas dire qu'on regrette l'effacement de tous les tampons qui masquaient la dictature du capital. C'est pas non plus qu'on veut remettre de l'huile dans les rouages institutionnels de la démocratie bourgeoise, comme le propose la gauche. C'est simplement qu'on constate une évolution et ça peut avoir quelques effets dans la lutte de classe. Exemple. La démocratie participative à la mode actuelle du gouvernement, qui permet de définir les termes et les acteurs des débats publics, ça a des effets. C'est peut-être un peu le paravent de la criminalisation des mouvements sociaux, de la répression des luttes. En faisant quoi? En disqualifiant ce qui n'est pas dans la ligne. Si vous n'êtes pas dans les espaces tolérés par Macron de discussion, de démocratie, vous êtes à l'extérieur. Voilà. On peut penser aux assauts auxquels l'État coupe les vivres parce qu'elles sont trop radicales, par exemple des écolos, des associations pro-migrants. Tout ça, c'est permis par la loi séparatisme de 2021. Cette loi séparatisme, elle impose aux associations ce qu'ils appellent un contrat d'engagement républicain. Et si vous n'êtes pas dans les normes du contrat d'engagement républicain, hop, on peut vous couper les subventions. On peut penser aussi à la répression des militants, la dissolution des soulèvements de la terre, sous prétexte de quoi? Écoterrorisme, parce qu'ils n'ont pas le label approuvé, pourtant c'est une association, un collectif, qui n'a pas le label approuvé par le gouvernement, donc écoterroriste. On pourrait même penser à la critique extrêmement violente qui a été faite à la modeste Ligue des droits de l'homme. C'est quand même pas des bolcheviks, la Ligue des droits de l'homme, Ils ont juste condamné les violences policières, et boum, ils ont été traités de complices. On peut penser aussi à la fabrication par les macronistes de ce qu'ils appellent un arc républicain. Nous, on n'est pas dedans, et ça nous va au NPA, et ça nous va parfaitement. On peut aussi penser à Macron. En juin 2020, il y avait les manifs contre le racisme après la mort de George Floyd aux États-Unis. C'était juste après le confinement, il y avait des très grandes manifs contre le racisme à Paris. Macron, il traitait ces manifestants de séparatistes. En décembre 2020, cette loi séparatisme, elle prenait le relais de la loi sécurité globale qui était contestée. Vous vous rappelez, vous étiez dans les manifs ou presque. Darmanin, il le disait déjà à la radio. Je le cite, c'est pas tous les jours.
Les opinions et les activités politiques en lien avec les partis extrémistes, ceux qui prônent justement la séparation, la révolution, doivent être reconnus par les services de renseignement. Bon alors, fin de la citation, que l'État bourgeois redoute les révolutionnaires et les flics, c'est relativement normal. On s'y attend, on s'y prépare. Mais que ce genre de séparatisme, ça soit ça le motif de la répression, c'est quand même une étape de plus. Et on ne peut pas y être complètement indifférent. Disqualifier les opposants pour mieux les réprimer, c'était déjà en germe avec Hollande, qui utilisait l'état d'urgence antiterroriste contre les militants en 2015, vous vous rappelez de la COP21. La méthode, elle a été reprise et perfectionnée par Macron, qui utilise maintenant des dispositifs antiterroristes pour absolument tout et n'importe quoi. Interdiction de manifester sur les retraites. Vous vous rappelez les périmètres là, qui étaient dessinés pour les Parisiens et les Parisiennes. À Paris, ils dessinaient les trucs sur des cartes. Bon, ils affichaient pas, ils publiaient le truc le lendemain et ils vous mettaient une amende parce que vous étiez dans le mauvais périmètre. Ça vient des lois antiterroristes. C'est utilisé aussi avec les interdictions administratives du territoire contre les militants écolos. Les interdictions administratives du territoire, normalement, c'est des procédures d'urgence qui sont utilisées en cas de menace terroriste. Ils les ont foutus aux militants italiens qui venaient manifester contre la ligne de TGV Lyon-Turin. Tout ça, c'est justifié par le caractère un peu trop remuant, ou pas assez républicain, mettez tous les guillemets que vous voulez, de celles et ceux qui contestent le gouvernement et sa politique, les antiracistes, les écolos, les syndicalistes et les révolutionnaires, évidemment. Un dernier mot là-dessus, tiré d'un auteur qui défend, lui, la fameuse démocratie participative, et il se désole un peu qu'elle ne marche plus. Ça, on ne partage pas grand-chose avec cet auteur dont j'ai oublié le nom, mais je trouvais le parallèle intéressant. Il faisait un parallèle un peu caricatural et provoque avec des régimes autoritaires qui concentrent le pouvoir en laissant voter la population de temps en temps, en fabriquant une opposition sur mesure qui ne gêne pas le pouvoir et en réprimant tout le reste. Vous voyez un peu le parallèle là ? Évidemment, on n'est pas dans une dictature, comme disent certains, car les élections sont libres. L'opposition n'est pas muselée, la preuve, on est là à Barbaste à parler politique. Dans une dictature, ça serait différent. Mais c'est quand même ce modèle, cette espèce de démocratie que certains appellent illibérale. C'est ce modèle qui a le vent en poupe en ce moment, dans le monde capitaliste du XXIe siècle. Même dans les pays riches qui avaient les moyens de se payer le luxe d'une démocratie parlementaire avec plein de corps intermédiaires, de tampons, des miettes redistribuées, histoire d'apaiser un peu la dictature des capitalistes. Je dis pas que le système macroniste de vous votez tous les 5 ans, j'ai une opposition à ma botte et puis tout le reste on tape dessus, ça c'est pas la dictature, mais quand même je trouve le parallèle un peu intéressant. Alors, pourquoi on en est là ? Pourquoi est-ce qu'en France on constate l'épuisement des outils institutionnels de la démocratie bourgeoise ? Le phénomène de fond, c'est bien que les partis qui alternent au pouvoir mènent la même politique anti-ouvrière. C'est particulièrement sensible avec Macron, qui vient d'un gouvernement de gauche, qui s'est allié avec une partie de la droite dès le début. Mais avant lui, je ne vais pas en parler, vous vous rappelez peut-être de Hollande, qui a été, dont la détestation était, légendaire, et de sa politique aussi, la réforme des retraites de 2013, la loi Touraine, là, celle que les socialistes ils oublient quand ils vont dans les manifs aujourd'hui. Il y avait le CICE, qui donnait des dizaines de milliards au patronat. Il y a eu la loi Macron en 2015, il y a eu la loi Travail en 2016. Tout ça, ça a alimenté la colère contre le système politique et ça se traduit entre autres par la montée de l'abstention dans les couches populaires, du RN aussi. Le RN qui dénonçait, à l'époque c'était facile, il dénonçait l'UMPS. Effectivement, c'est quoi les différences entre Sarkozy, Hollande et Macron ? Bah, il n'y en a pas beaucoup. C'est d'ailleurs, puisque Macron a siphonné le PS et LR, bon, ça s'explique. Donc c'est la crise sociale et les attaques de la droite et de la gauche sur les conditions de vie et de travail de la classe ouvrière qui provoquent l'érosion à grande vitesse de la démocratie bourgeoise. Ça se voit peut-être d'ailleurs dans d'autres pays. Plus grand monde ne croit au cirque parlementaire et aux promesses de la gauche institutionnelle. Et le macronisme, qui se prétendait un tout petit peu nouveau en 2017, il a perdu tout son élan et il incarne plus qu'une politique bourgeoise de plus en plus dure avec les classes populaires qui ne souffrent aucune négociation et aucune contestation surtout. La preuve avec la cote de popularité de Macron, qui, comme Hollande avant lui, atteint des scores très bas, après avoir été élu par défaut en 2022. Jusqu'à atteindre un isolement critique à la suite du mouvement sur les retraites au printemps dernier, l'isolement de Macron qui a culminé avec le recours au 49.3, ça pour le coup tout le monde s'en souvient, j'espère et j'imagine, une détestation et un rejet quasi unanime de Macron et de sa politique,
notamment chez les salariés, qu'a provoqué cette crise politique dans laquelle il est encore un peu embourbé. Tout le monde se rappelle des manifs après le 49-3, je ne sais plus si c'est le 16 avril ou le 20 avril, là bref, voilà. Vous vous rappelez que c'était quand même à peu près les plus grosses manifs dans pas mal de villes. Alors, de là à dire que les États bourgeois n'ont plus les moyens de leurs institutions parlementaires, c'est aller un petit peu vite. Même si la caractéristique du capitalisme actuel, c'est la montée en flèche des inégalités et de la pauvreté, même si cette tendance au durcissement, elle se constate ailleurs, comme la montée de l'extrême droite d'ailleurs, avec comme toile de fond des mouvements sociaux et une colère qui s'accumule un peu partout, bon, on peut dire quand même que si la démocratie bourgeoise, elle n'est pas complètement finie, parce qu'il y en a qui pourraient dire ça, regardez, c'est terminé, le parlementarisme, tout ça, ça n'existera plus, c'est fini. Ça, on n'en sait rien. En tout cas, c'est bien la pression des mouvements sociaux qui appelle le durcissement autoritaire de Macron. Des mouvements sociaux qui se sont multipliés ces dernières années. Les cheminots, les gilets jaunes en 2018, les retraites en 2019, les mouvements écolos, les retraites en 2023, les émeutes de banlieue, et on en passe. Conséquences concrètes. Renforcement de la police et de la gendarmerie qui revendiquent et qui obtiennent toute l'attitude, ou presque, pour faire le sale boulot de Macron. Quelques exemples de signaux envoyés par Macron à ses flics. En 2020, Castaner, le ministre de l'Intérieur, qui venait du PS, il avait bien réprimé les gilets jaunes. Il a été dégagé au remaniement de l'été 2020 parce qu'il avait interdit la technique de la clé d'étranglement des flics après la mort de Cédric Chouviat. Vous vous rappelez peut-être, ça c'était en janvier. 6 mois plus tard, sur pression des syndicats de flics, Castaner y dégage. Quelques mois plus tard, il y a le projet de loi sécurité globale pour interdire de filmer la police et ses exactions. Quelques mois plus tard, en mai 2021, il y a la manif d'alliance de l'UNSA et de SGPFO devant l'Assemblée pour dénoncer la justice. Qui est-ce qui vient dire bonjour et serrer la pince aux dirigeants syndicaux d'extrême droite? C'est Darmanin, mais aussi le RN et aussi une grande partie de la gauche. Et puis il y a eu cet été la fronde policière de l'été 23, code 562, vous vous rappellerez. Pourquoi? Pour obtenir tout simplement le permis de tuer 3 semaines après la mort de Naël à Nanterre. Tout ça après les épisodes répressifs d'une violence inédite depuis longtemps. Les gilets jaunes, Sainte-Soline, les émeutes de banlieue. On notera au passage que c'est cette police gangrénée par le racisme et représentée par des syndicats proches de l'extrême droite que à laquelle Darmanin, donc Macron, donne des gages. Autrement dit, les flics, ils votent majoritairement pour Le Pen et pour Zemmour, mais ils bossent pour Macron, qui les brosse dans le sens du poil, y compris les plus racistes, comme Alliance. Vous vous rappelez le communiqué de Alliance, là, qui disait « il faut faire la guerre aux nuisibles », Darmanin, lui-même, il a refusé de commenter le communiqué. Sur un plateau télé, on lui dit « alors, vous êtes pour ou contre ?» Il dit « je ne commande pas ». A priori, ça se passe de commentaires. Ces revendications policières, elles sont accrues depuis 2016. Vous vous rappelez peut-être, en 2016, à l'automne 2016, il y avait des manifs de flics contre Hollande. Et ces revendications des flics qui veulent le permis de tuer et puis carte blanche, elles sont encore de plus en plus fortes depuis les Gilets jaunes, puis la révolte des banlieues. Tout ça pourquoi? Plus il y a de mouvements sociaux, plus les flics savent que le gouvernement a besoin d'eux. C'est ça qui explique cette surenchère répressive et sécuritaire qu'on a vu cet été avec l'affaire de Marseille, et quand la plus haute hiérarchie policière a contesté les poursuites contre les flics qui avaient tabassé le jeune Eddy et d'autres lors des émeutes. C'est pas la peine d'en rajouter sur le sujet parce qu'on a déjà souvent évoqué et écrit sur la violence de la police, à laquelle le gouvernement a délibérément lâché la bride. Cette violence qui prend des proportions énormes, des blindés, des armes, le RAID, le GIGN, l'anti-gang envoyé contre les jeunes des banlieues. Cette évolution, évidemment, on n'y est pas du tout indifférent au NPA. Parce qu'elle menace évidemment celles et ceux qui contestent la politique du gouvernement et qui trouvent, et elle trouve son origine, cette escalade répressive, dans la nécessité pour Macron de donner des gages à ses troupes. Il a besoin des flics, alors les flics auront exactement ce qu'ils veulent. Ceci dit, on ne peut pas dire, à mon avis, que Macron ne tient que sur la répression policière. On n'en est pas là. C'est pas vrai que Macron, il est tout seul avec une armée de flics autour de lui. Il a encore quelques trucs dans la démocratie bourgeoise qui le maintiennent au pouvoir. On peut quand même dire d'ailleurs que l'extrême droite,
elle se retrouve sur la même ligne que Macron, ou pas bien loin, quand il s'agit de défendre la police ou la répression. Vous vous rappelez peut-être que Jordan Bardella, le chef du RN, il a dit que c'était de la faute du gouvernement qui n'avait pas bien mené la procédure de dissolution des soulèvements de la terre. Autrement dit, il a critiqué Macron pour ne pas avoir été assez répressif. Mais pour pas avoir été assez répressif dans la démarche du gouvernement. Autrement dit, Bardella a dit « Moi, j'aurais mieux dissous les soulèvements de la terre ». Bon, c'est une critique assez molle quand même, ou bien très très dure. On retrouve aussi une certaine convergence entre le gouvernement et l'extrême droite contre les immigrés. C'est vrai que la xénophobie et le racisme, c'est des armes de division depuis longtemps aux mains des gouvernements. Mais le discours macroniste sur le sujet, il a radicalement changé depuis 2017. Alors qu'il prétend s'opposer à Le Pen dans les urnes, il reprend et propulse les thématiques de Le Pen. Immigration, islamophobie, wokisme, réhabilitation de Pétain. Jusqu'aux polémiques débiles sur les réseaux sociaux et qui donnent à chaque fois l'occasion à l'extrême droite et aux macronistes de se retrouver. C'est quand même une particularité. Dans un autre registre, on peut dire qu'aujourd'hui, ce sont peut-être autant les flics que les fachos qui harcèlent les migrants, qui lacèrent les tentes à Calais, qui les tabassent. Ça, c'est quand même un petit symptôme, la politique anti-migrants, de ce durcissement autoritaire. Comment est-ce qu'on peut interpréter ça ? Sinon comme une politique de contre-feu préventive pour détourner la colère vers des boucs émissaires. Pas sûr que cette tactique soit très efficace d'ailleurs, parce qu'on ne sait même pas s'ils y croient eux-mêmes à ces coups de pression xénophobes. Je ne sais pas si vous vous rappelez les discours de Macron pendant le mouvement des Gilets jaunes ou des retraites, où à chaque fois il essayait de lancer un contre-feu en disant que c'était la faute des immigrés ou autre. Ce qui est sûr, c'est que la surenchère répressive et xénophobe, elle prépare la voie à l'extrême droite. C'est un boulevard. Un exemple, je l'ai donné tout à l'heure, le lancement de la campagne de Darmanin. Darmanin, il a dit, si la réponse du prochain candidat à la présidentielle, candidat macroniste, est de s'en remettre aux jurisprudences et aux marchés internationaux, alors il actera que la volonté politique n'est plus que les extrêmes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut être radical comme l'extrême droite pour empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir. Super. Est-ce qu'on peut trouver des causes économiques, des causes profondes à cette surenchère répressive dont je viens de parler ? On devrait même, en tant que marxiste, essayer de se demander si tout ça, dans l'infrastructure de la société capitaliste, ça rend cette fuite en avant un peu nécessaire. Est-ce que c'est vraiment une nécessité absolue pour le patronat d'en arriver là ? C'est pas du tout évident. Y a plein de débats entre les auteurs que j'ai cités tout à l'heure, Romaric Gaudin, Stefano Palombarini, Bruno Amable. Il y a plein de débats entre eux pour savoir si le bloc bourgeois, comme ils l'appellent, il s'est converti au néolibéralisme autoritaire dans les années 80 ou bien plus récemment. Bon, en gros, à quel moment et dans quelle mesure la bourgeoisie, elle a envie de la manière forte ? C'est difficile à dire. C'est pas crucial, mais ça traduit quand même une petite difficulté, à mon avis, pour comprendre tout ça, c'est que la pression de la bourgeoisie, dans le sens de il faut durcir, cette pression, elle n'est pas totalement transparente ni évidente. D'ailleurs, si on regarde la réforme des retraites, est-ce que la réforme des retraites, qui a quand même coûté hyper cher à Macron, parce que là, il est un peu foutu, le quinquennat, ça fait 1 an qu'il est commencé, il est déjà plié. Est-ce que cette réforme des retraites, elle était vitale pour la bourgeoisie française ? Bon, c'est quand même pas du tout évident. Est-ce que les patrons français, ils sont tellement aux abois qu'ils ont besoin de nous foutre sur la gueule, quoi qu'il en coûte, à coups de flics, de blindés et de raids ? C'est pas évident non plus. Vu les profits records du CAC 40, parler de crise économique en France, c'est compliqué. Crise sociale, évidemment. Du coup, est-ce qu'il faut tirer la conclusion que dans la concurrence internationale, le petit impérialisme français et sa bourgeoisie ont besoin de mettre au pas la population, quitte à passer à une étape, disons, un peu dure ? Moi, je dirais que le mécanisme, il n'est pas du tout évident. Il faut prendre un peu des précautions. Mais on a le droit de faire tous les liens qu'on veut entre la baisse des taux de profit, la réorganisation du monde et le capitalisme dans les années 80 et puis ce néolibéralisme. Ça, libre à chacun de réfléchir comme ça. Peut-être qu'on pourrait dire que
le côté un peu militariste, embrigadement avec le SNU des jeunes, là, et puis vous avez vu, Macron, il veut réécrire les programmes d'histoire, pour que tous les programmes scolaires, pour que les gens soient bien dans la ligne. Bon, il a manifestement quelques lacunes en histoire, parce qu'il a dit qu'il fallait que l'histoire soit enseignée de manière chronologique, alors que c'est déjà le cas, bon, c'est dommage. Mais quand même, ce petit virage avec l'embrigadement de la jeunesse, là, est-ce qu'on peut dire que, peut-être qu'on peut dire que ça, c'est connecté aux besoins militaires de l'impérialisme français? Bon, c'est peut-être un aspect. On pourrait dire aussi que quand même, le militarisme, c'est pas que les jeunes au garde à vous, c'est peut-être surtout les 400 milliards de la loi de programmation militaire. Ça se discute. Alors pour finir là-dessus, un petit exercice de caractérisation. Est-ce qu'on peut parler de bonapartisme? Des réponses dans la salle? Non? Alors, ça, c'est pas une question du programme scolaire de Macron, si on peut parler de bonapartisme à son sujet. Déjà, faut comprendre le concept chez Marx, ce qui n'est pas évident, et je pense que tous les groupes trotskistes ont essayé de l'interpréter à leur manière. Disons en tout cas que la concentration du pouvoir entre les mains de l'exécutif, qui s'appuie sur l'appareil répressif dans un contexte de tension sociale, ces trois ingrédients-là, concentration du pouvoir, répression, tension sociale, tout ça, ça commence à ressembler un petit peu, quand même, à ce concept de bonapartisme, même si c'est pas tout à fait le modèle de 1851. Bonapartisme, c'est le coup d'État de Napoléon Bonaparte en décembre 1851. À l'époque, il voulait imposer un équilibre entre les classes opposées, avec un pouvoir fort appuyé sur l'armée. Peut-être que c'est pas tout à fait ça, n'empêche. Aujourd'hui, on a cette tendance à l'autoritarisme dans un contexte de lutte de classe qui devient plus dur. Alors, pour finir, quelques conséquences et puis des pistes pour essayer d'y faire face à ce tournant autoritaire. Première conséquence, c'est la criminalisation et la répression policière ou judiciaire des mouvements sociaux, voire des organisations. Bon, il y a des camarades dans la salle qui ont dû en faire les frais de cette répression. Elle a été particulièrement violente pendant les mouvements des retraites et puis encore plus avec les émeutes de l'été 2023. Je ne redonne pas les chiffres, mais 4000 interpellations, plus de 1000 condamnations, etc., etc. De la prison ferme pour des centaines de jeunes. Ça, c'est un avertissement. En même temps qu'une véritable vengeance de classe. Mais c'est pas la dissolution administrative qui va écarter le risque d'explosion sociale. Macron, il peut dissoudre les organisations, il peut pas dissoudre la colère qui est le produit de la misère. 10 millions de pauvres, ça c'est le résultat des attaques patronales et gouvernementales. Et donc forcément la colère, ça va continuer. Et nous, on prépare son explosion. Évidemment, pour les révolutionnaires, la situation actuelle, ça veut dire se préparer à la répression aussi. Surtout pas se réfugier derrière l'état de droit, comme le fait parfois la gauche, mais se dire et dire autour de nous que c'est la force de la lutte et de l'organisation collective qui sont nos meilleures armes face à la surenchère répressive. Autre effet de ce tournant autoritaire, c'est la normalisation accélérée des idées d'extrême droite, sans la moindre opposition des macronistes, on en a déjà parlé. J'ai pas parlé de la purge des humoristes de France Inter, mais c'est quand même cocasse. Ça leur fait peur, ça. Hein. Pourtant, c'est pas très violent. Hein. Dénoncer cette convergence entre l'extrême droite et les macronistes, c'est important. Parce que cette convergence, elle en dit long politiquement. Et il faut que nous, on combatte en même temps les lois réac de Macron et la propagande immonde de l'extrême droite. C'est devenu presque le même combat aujourd'hui. Ceci dit, la détestation de Macron et de sa politique, si c'est largement partagé, ça n'empêche pas que les idées d'extrême droite, elles imprègnent les esprits, notamment dans le milieu ouvrier. Le Pen, c'est l'opposante numéro 1 de Macron selon plein de sondages. Elle propose rien de spécial. Sa politique, elle est déjà en partie mise en œuvre. Ça ouvre la voie d'ailleurs à toute la surenchère, puisqu'elle peut dire, regardez, c'est pas assez, il faut faire plus. Sa surenchère raciste, xénophobe, sécuritaire, etc., etc. Mais dans les mouvements sociaux, on rencontre parfois des salariés qui sont tellement remontés contre Macron qu'ils viennent à lui préférer Le Pen, pour des raisons un peu sociales, et parce que Le Pen, c'est pas Macron. Dans les urnes, c'était un peu le cas quand même. Il y a eu un petit peu de barrage à Macron, quand même,
au deuxième tour de la présidentielle 2022. Peut-être moins que l'abstention, mais dans mes souvenirs, elle a fait 13 millions de voix. Les 13 millions d'électeurs de Le Pen, c'est pas des nazis. C'est des gens qui disent « Macron, c'est tellement dégueulasse qu'il faut essayer l'autre parce qu'on l'a jamais tenté ». Évidemment, ils se plantent. Mais c'est quand même peut-être un des effets de la surenchère autoritaire, c'est que ça rend presque, d'un certain côté, Le Pen moins violente, moins brutale, entre guillemets, surtout quand elle pose avec ses chats, que les flics de Macron. Alors, nous, il faut absolument qu'on dénonce Macron, qui est responsable de ça, de cette politique au service du patronat, mais en faisant très attention à ceux qui veulent le remplacer par un ou par une autre. Évidemment, il faut nuancer la prégnance des idées racistes, ça varie, et le péniste, ça varie selon les régions, selon les couches du prolétariat. Ces idées, elles viennent évidemment d'en haut, et elles sont aussi le produit d'un long héritage colonial. Mais c'est vrai que cette configuration politique, elle risque de donner du crédit aux idées de Le Pen contre Macron, qui les reprend aussi. Exemple, l'assistanat, les chômeurs, les immigrés, tout ça, ou les banlieues qui coûtent cher, tout ça, c'est les cibles des discours de Le Pen, mais en même temps, c'est les cibles de la politique de Macron. Alors c'est dur de mesurer à quel point les idées de l'extrême droite, elles sont présentes, mais la popularité de Le Pen, elle est réelle dans cette configuration politique, mais c'est pas fatal. Je vous donne un exemple que je trouve intéressant. Il y a un sondage sur qui est le meilleur opposant à Macron. Et à votre avis, c'est qui ? Ouais, c'est Le Pen. Évidemment, c'était pas très dur comme question. Mais, si vous regardez, elle est bien devant Mélenchon ou n'importe qui. Mais si vous regardez, en février-mars 2023, dans les courbes du sondage, Le Pen, elle a baissé dans son rôle de opposante numéro 1 au gouvernement. Ça veut dire que les gens, quand on leur demandait c'est qui l'opposant numéro 1 au gouvernement, ils disaient moins Le Pen, ils disaient la même chose pour Mélenchon et autres, mais ils disaient moins Le Pen et ils disaient plus autre. C'était qui autre en février-mars 2023 ? C'était la classe ouvrière dans les manifs et dans les grèves. Et ça veut dire quelque chose. L'opposition à Macron, quand c'est la rue, et quand c'est la classe ouvrière, c'est un peu moins Le Pen. Alors c'est pour ça qu'il faut combattre l'extrême droite et Macron en même temps, comme il dirait lui-même. Il y en a qui se font des nœuds dans le cerveau en disant que Le Pen ou Zemmour, c'est le fascisme, mais que Macron et sa police, c'est déjà le fascisme. Bon, pas besoin de mettre du fascisme partout pour dénoncer et pour s'opposer à l'escalade autoritaire et aux gilets de l'extrême droite, qui vont de plus en plus dans le même sens. Comment est-ce qu'on peut lutter contre ça ? C'est peut-être un autre aspect à discuter dans le débat, en plus c'est bientôt fini. Comment est-ce qu'on peut s'opposer à la remise en cause des droits démocratiques ? Que faire et que dire dans les mobilisations qui les défendent ? Les mobilisations contre la loi sécurité globale, les mobilisations contre le racisme, contre les violences policières. Quel mot d'ordre ? Moi je pense qu'il ne faut pas revendiquer une meilleure démocratie bourgeoise comme avant. C'était quand avant ? C'était quand la bonne démocratie bourgeoise ? C'était quoi d'ailleurs ? Est-ce qu'on a besoin des mots d'ordre démocratiques ? Il y a certains camarades d'extrême gauche, d'autres groupes, qui mettent en avant des revendications du type il faut une assemblée unique contre ce qu'ils appellent le bonapartisme présidentiel. En gros, il faudrait remplacer le Parlement par autre chose. Leur argument, c'est il faut une espèce d'objectif intermédiaire pour critiquer l'autoritarisme, mais comme la classe ouvrière, elle n'est pas mûre, pour renverser le pouvoir de la bourgeoisie, il faut un truc entre les deux, quoi. Le risque, c'est quand même de semer des illusions, comme celle de l'AFI, avec sa fameuse 6ème République. C'est probablement pas nécessaire de mettre en avant un mot d'ordre comme ça, d'assemblée unique ou de réforme de la 5ème République, pour défendre les quelques acquis démocratiques que la bourgeoisie elle a dû céder jusqu'à ici. On peut d'ailleurs rappeler que cette discussion sur les libertés démocratiques, c'est un débat qui a été tranché, on peut dire, depuis très longtemps dans le mouvement ouvrier. Je vous renvoie à ce grand débat entre Jules Guesde et Jean Jaurès, je crois que c'est en 1902, mais vous me corrigerez, à propos de l'affaire Dreyfus, pour savoir s'il fallait prendre position ou non pour Dreyfus. Ça ne fait pas le tour du sujet, mais c'est un petit aperçu de ces débats sur le positionnement des révolutionnaires par rapport à la démocratie bourgeoise, parce que la position qui consiste à dire la démocratie bourgeoise, c'est la dictature du capital, donc que ça soit la version la plus cool ou le fascisme, tout ça, ça change rien, évidemment, ça tient pas la route 5 minutes. Alors, on a vu à quel point l'escalade autoritaire a menacé nos conditions de vie et de travail, nos libertés de contester, voire de s'exprimer. Est-ce qu'on doit vraiment formuler des mots d'ordre autres que simplement la défense pied à pied
contre la bourgeoisie qui veut nous bâillonner et nous réprimer pour mieux nous exploiter. Moi, à mon avis, ça nous suffit. Ça peut donner l'illusion que c'est... Pardon, déjà, ça peut nous suffire. Et faut faire attention à certaines revendications démocratiques parce qu'elles peuvent donner l'illusion que ça serait suffisant de défendre l'État bourgeois et ses institutions démocratiques actuelles. Exemple, la gauche parlementaire, elle a salué le Conseil d'État. Une institution, quand ils ont suspendu la dissolution des soulèvements de la Terre. Donc vous avez la gauche qui salue cette institution antidémocratique et non élue et qui a dit qu'elle était satisfaite d'une victoire légale, comme si la dérive autoritaire, elle pouvait être stoppée sans un rapport de force sur le terrain et dans la rue. Vous voyez un peu le risque. Si on dit l'état de droit, c'est ça qu'il faut défendre contre la dérive autoritaire, en fait, on se plante complètement parce que c'est pas l'état de droit qui va nous protéger. La preuve, l'état de droit, il se fait découper au fur et à mesure s'il n'y a rien qui s'y oppose. C'est pour ça que nous, on a participé et on participera à toutes les luttes et toutes les manifs qui visent à restreindre, à lutter contre la restriction de nos libertés ou contre la répression de l'État. Ça ne veut pas dire qu'on va signer, nous, le NPA, des appels pourris ou nous aligner derrière la gauche institutionnelle. Mais on sera dans la rue le 23 septembre contre la politique autoritaire et antisociale de Macron, sur nos bases. Si c'est ça qu'on peut appeler un front unique, alors ça, oui, on le fait tout le temps. Bien sûr qu'on peut frapper ensemble, tout en marchant séparément. Parce que, pour finir, en tant que révolutionnaire, on doit aussi dire que si le macronisme autoritaire, c'est ça le visage du capitalisme au XXIe siècle, eh ben, c'est une preuve de plus qu'il faut en finir avec le capitalisme, et c'est pour ça qu'on est révolutionnaire. Maintenant, on y va, place au débat.